Bien. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, je reprends, comme à chaque cours, hein, je fais un bref récapitulatif de la séance précédente. Donc, j'avais commencé lors du premier cours de dire un petit mot de l'objectif général. Hein, l'objectif général, c'est d'apporter des éléments d'analyse linguistique, donc tout simplement une description de la grammaire du français. Alors bon, comme en plus vous êtes majoritairement issus de la Complutense et pour une large partie de celles et ceux d'entre vous qui venaient de la Complutense, vous avez fait vos études principalement en Espagne. C'est vraiment pas inutile de reprendre une description grammaticale du français dans la perspective, donc dans une perspective d'enseignement du français langue étrangère, avec cette idée, je n'y reviens pas, qu'au fond, d'une façon ou d'une autre, ça aura quand même une utilité. Alors, je vous avais dit qu'on allait travailler sur la notion d'identification des formes grammaticales et que j'allais vous parler du système de la langue. En réalité, c'est ce qui est, c'est ce qui est le plus mal perçu par les enseignants. Grosso modo, mon problème à moi, je n'interviens pas en tant que didacticien, mais en tant que linguiste. Donc, la question que je me pose, c'est plutôt quelles sont les connaissances nécessaires du côté de l'enseignant pour qu'il soit ensuite en mesure d'enseigner le français correctement. Qu'est-ce qu'il devrait savoir idéalement, indépendamment, disons vraiment des stratégies didactiques, des outils didactiques, etc. Qu'est-ce qu'il faut avoir compris de la grammaire du français pour être capable de bien enseigner le français? C'est ça mon questionnement. Donc, ce n'est pas du tout un questionnement didactique, même s'il y a une finalité de faire de la grammaire pour enseigner le français langue étrangère. Je ferai, par exemple, je ne sais pas moi, un cours de linguistique française en licence pour des étudiants qui sont spécialistes en linguistique française ou en langue française et qui ont déjà eu des cours en première année, deuxième année. Je pourrais me permettre, par exemple, de faire un cours uniquement sur la transitivité verbale. Un truc très pointu, très ponctuel, etc. Parce qu'ils auraient vu d'autres choses, etc. Mais là, le but est donc de donner une vue d'ensemble. Hein. Alors, je vous avais dit, et je pense que c'est à peu près là-dessus que je m'étais arrêté, enfin, il y a encore une diapositive, mais je vous avais dit que finalement, l'enseignement de la grammaire, pour ce qui est des notions élémentaires, ça se limite à assez peu de choses. Hein. Il y a peu de concepts. L'important, c'est d'utiliser un nombre assez faible de concepts. Bon, là, dans cette liste d'une trentaine de notions, il en manque évidemment. Hein. Par exemple, dans la catégorie des pronoms, j'ai indiqué uniquement le pronom personnel. Il manque les pronoms, par exemple les pronoms indéfinis, etc. Mais peu importe, l'important c'est d'avoir compris le concept de pronom et d'être capable de l'illustrer avec le cas particulier du pronom personnel. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut très facilement compléter à la limite soi-même, même son information, pour aller voir les différents types de pronoms. Hein. Donc, c'est une liste minimale, mais qui correspond d'ailleurs, elle est simplement extraite du programme de l'enseignement en France, l'enseignement primaire, hein, enfin je veux dire vraiment la base de l'enseignement grammatical en France. Et donc il y a un petit nombre de notions, mais ce qui est important, c'est de vraiment bien les maîtriser. Bien maîtriser un petit nombre de notions. Faire de la grammaire, c'est pas comme on a l'impression parfois, parce que les linguistes, ils ont tendance à inventer des concepts compliqués, etc., etc. C'est pas ça qui est important. Alors, ça dépend de ce qu'on fait, mais pour nous, ce qu'on fait, ce qui est important, c'est de bien maîtriser un petit nombre de concepts de base. Et bien maîtriser, on va le voir, ça ne veut pas du tout dire juste avoir une espèce de définition qu'on connaît par cœur, etc. Ça veut dire être capable d'appliquer ces notions à des textes, des mots, des groupes de mots,
et de savoir là où ça s'applique bien et là où ça s'applique moins bien. Ça, c'est un point sur lequel je vais beaucoup insister et sur lequel je vais revenir. J'avais terminé, hein, je m'en souviens, sur le fait que, pendant longtemps, la terminologie grammaticale dans les systèmes d'enseignement, enfin dans les dispositifs d'enseignement, était complètement distincte de la linguistique. Ça s'est rejoint, ça s'est rééloigné, et ça se rejoint un peu à nouveau maintenant, parce que je vous avais dit hein, qu'il y avait toutes sortes d'aléas dans les relations entre linguistique et didactique. Ça reste toujours, enfin, les choses sont beaucoup moins tendues qu'à une époque, hein, mais il y a quand même, je veux dire que les didacticiens, par exemple, ils ont ils essaient de construire leur domaine à part et ils ne sont pas d'accord avec les linguistes sur telle ou telle question. Enfin, il y a quand même des espèces de querelles de territoire, hein, si on veut. Mais malgré tout, beaucoup plus apaisé qu'à une époque plus ancienne, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple dans la terminologie qu'on travaillera, tout le monde est à peu près d'accord, hein, les linguistes sont à peu près d'accord. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler de la grande grammaire du français de Anna Beyer, hein, peut-être. Je vous la montrerai un de ces jours. En fait, c'est une grande grammaire, alors vraiment très développée et qui décrit le français de manière très, très détaillée. Bon, elle a mis en annexe la terminologie grammaticale qu'on va travailler là, et à côté de sa propre terminologie pour montrer qu'au fond, ça se rejoint très très largement. Donc il y a aujourd'hui, sur les questions de terminologie, grosso modo, un accord des linguistes. Alors, les didacticiens, eux, ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils estiment qu'il faudrait une terminologie spéciale pour l'enseignement, mais ça, c'est très très discutable à mon avis. Et bon, peu importe, si vous voulez, vous pouvez vous bagarrer avec des didacticiens pour savoir si c'est mieux de dire complément circonstanciel ou complément de phrase. Aux yeux des linguistes, ça n'a absolument aucune importance, ça n'a aucun impact, du moment qu'on est d'accord sur ce que ça vise, peu importe comment ça s'appelle. Donc aujourd'hui, la situation est plutôt favorable et donc il y a un progrès et d'ailleurs donc une terminologie mise en place depuis un certain nombre d'années, depuis 2020. Alors, maintenant, je vais préciser qu'est-ce que ça veut dire exactement d'identifier des formes grammaticales. Identifier des formes grammaticales, c'est l'objectif de l'enseignement de la grammaire. Il faut être clair, hein, quand on dit on veut enseigner la grammaire, on veut que les gens à qui on enseigne la grammaire soient capables de faire quoi? Là, pour l'instant, je pense aux professeurs, hein, pas aux élèves. On veut que les professeurs ils soient capables de faire quoi quand on dit qu'ils doivent identifier les formes grammaticales? On veut qu'ils soient capables, oui, entrez, je vous en prie, on veut qu'ils soient capables d'identifier des natures et des fonctions de mots, hein, pour le dire précisément. Donc on va revenir sur ces natures et ces fonctions, mais je vais l'illustrer avec un petit exemple tout bête, hein, d'une formule qui vient d'un psaume de David, hein, l'abîme appelle l'abîme. C'est une expression pour dire que quand on commence à être dans le mal, hein, eh bien, à chaque fois, on est encore plus entraîné dans le mal. Alors, je vous fais remarquer que cette expression française, elle est la traduction d'une expression latine, abussus abusum in vocat, qui se dit aussi abussus et vocat abusum. Hein. Et alors pourquoi je vous indique ça? Tout simplement pour vous rappeler une chose que vous savez, mais quand même qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en latin, on sait que abussus est le sujet et abusum le COD, ici, à cause de la déclinaison. Hein. Abussus est au cas sujet, abusum à l'accusatif. Ici, c'est le premier abussus ici qui est le sujet et abusum est toujours l'objet, mais il est placé derrière. Donc là, c'est la morphologie qui définit la fonction. Alors qu'en français, vous voyez, l'abîme, c'est pareil. Hein. Donc, comment je sais lequel est le sujet, lequel est le COD? Par la position. Donc, en fait, c'est là où
c'est une des raisons pour lesquelles c'est particulièrement utile en français de faire de la grammaire, c'est que la syntaxe joue un rôle beaucoup plus grand que la morphologie. La syntaxe joue un rôle plus grand que la morphologie. Et Gustave Guillaume, un linguiste dont on parlera ultérieurement au sujet du groupe verbal et de l'analyse verbale, c'est un grand linguiste français, malheureusement assez peu connu, mais bon, qui est mort en 1960, un grand linguiste français du XXe siècle, un peu comme Benveniste, si vous voulez, hein, à ce niveau-là d'apport théorique. Hein. Il disait cette formule très juste: une langue a la syntaxe de sa morphologie. C'est-à-dire que si une langue a une morphologie très développée, elle n'a pas besoin de beaucoup d'informations syntaxiques. Les mots peuvent être mis n'importe où, on s'y repère. Et inversement, si la morphologie est très peu développée, eh ben, il faut une syntaxe, tout est dans la syntaxe. Hein. Donc il y a cet équilibre. Et c'est pour cette raison qu'en français, la syntaxe joue un rôle. Quand on parle de faire de la grammaire, on fait surtout de la syntaxe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'identification des formes grammaticales à partir d'une petite formule comme ça? Qu'est-ce qu'on attend que les gens soient capables de dire? Ben, d'abord, qu'ils soient capables de dire que abîme, dans les deux cas, ce sont des noms. Bon, ça c'est la nature des mots. Que appel est un verbe, ça aussi c'est la nature des mots. Que les deux le et l'apostrophe sont des articles définis. Encore une fois, là, que je parle de nom, de verbe, d'article, je suis dans la nature des unités, enfin des mots. L'abîme, dans les deux cas, ce sont des groupes nominaux. Là aussi, c'est la nature, mais c'est la nature d'un groupe de mots. Appelle l'abîme, c'est un groupe verbal. Alors ça, c'est peut-être moins connu, hein, mais on a un groupe verbal avec appelle l'abîme. Le premier groupe, l'abîme ici, a pour fonction sujet. Donc là, on entre dans l'identification des fonctions grammaticales. Tandis que le deuxième, l'abîme, est un COD. Et enfin, l'ensemble, l'abîme appelle l'abîme, est une structure qu'on appelle une phrase. Hein. Donc, vous voyez, à partir d'un simple exemple comme celui-ci, je peux décliner là, toutes les informations que je vous ai données depuis le début, donc les noms, le verbe, les déterminants, enfin, en l'occurrence ici les articles définis, le fait qu'il y ait des groupes nominaux et un groupe verbal, le fait qu'il y a un groupe nominal sujet et un deuxième groupe nominal COD et le fait qu'on ait la phrase, c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut dire. Il n'y a rien de plus à dire d'une certaine façon. L'ensemble de tout ce qu'on peut dire sur une petite phrase comme celle-ci en termes d'analyse grammaticale, d'identification des formes grammaticales. Et en fait, ce dont on prend conscience en décrivant les choses de cette façon-là, c'est qu'en réalité, identifier les formes grammaticales, ça revient à les catégoriser, c'est-à-dire à les mettre dans des catégories. C'est-à-dire, à un moment donné, bon, j'ai dit que abîme ici était dans la catégorie des noms. J'ai dit que l'apostrophe était dans la catégorie des déterminants ou des articles, que appel est dans la catégorie des verbes, que l'abîme est dans la catégorie, cette fois-ci fonctionnelle, des sujets, etc. etc. Donc, identifier des formes grammaticales, c'est développer, en fait, des capacités de catégorisation. Alors ça, c'est très important, à mes yeux, c'est très important, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, sur quoi on a l'habitude d'insister, mais pour moi, c'est très important parce que si on n'a pas conscience de ça, on a l'impression que faire de la grammaire, c'est juste mettre des espèces d'étiquettes sur des mots. Voilà, ça c'est le mot, je mets une étiquette de nom, je mets une étiquette de déterminant, tout ça. Et il y a beaucoup dans la littérature sur la grammaire, la didactique de la grammaire, etc., beaucoup d'auteurs disent « Ah oui, mais ça ne sert à rien d'étiqueter les mots comme si on étiquetait des papillons. » Mais alors, ce n'est pas un étiquetage, c'est une aptitude à voir, à développer un regard, la catégorisation. Il y a une analogie que j'aime bien, c'est l'analogie du radiologue. Hein. C'est-à-dire, quand vous prenez les jeunes internes qui commencent en radiologie, hein, vous savez, dans les études de médecine, une fois que vous avez fini votre internat, vous pouvez choisir une spécialité. En France, alors je ne sais pas comment ça marche ailleurs en Espagne, mais bon, en France c'est comme ça, vous choisissez une spécialité. Mettons, vous choisissez la radiologie.
Mais les internes en radiologie, quand ils arrivent, ils n'ont pas appris spécifiquement la radiologie. Ils savent quelques bases dans leurs études générales. Mais quand ils voient une radio de poumon, une radio de je sais pas quoi, moi, de n'importe quoi, de cheville, de genou, ils ne voient pas plus que vous et moi. Ils voient des taches grises, etc. Et c'est au bout d'un certain temps d'apprentissage que leur regard va être complètement modifié et qu'ils vont voir très clairement je sais pas moi, le ménisque, tel os, tel petit trait qui va indiquer qu'en fait, ici, il y a une fracture, mais vous, jamais de la vie, vous n'êtes capable de voir ça. Et eux, ça devient évident. Leur regard a été modifié par un apprentissage. Eh bien, l'aptitude à la catégorisation grammaticale, c'est un peu ça qu'on développe. Il faut être capable de changer son regard pour voir les structures qui ne se voient pas comme ça, normalement, dans les phrases. Alors, bon, la catégorisation, là, je vous donne une définition, c'est vraiment traiter les choses d'une façon qu'on dit équivalente. Donc, mettre dans une catégorie, quand on met des choses dans une même catégorie, c'est qu'elles se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Bon, sauf que, et c'est là où on va avancer de manière plus intéressante, avec une application importante en grammaire, c'est qu'il y a deux façons de catégoriser. Il y a deux façons de catégoriser. Il y a deux modèles, il y a deux modèles de catégorisation. Le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et la théorie du prototype. Alors, le premier, vous le connaissez tous, c'est un modèle assez intuitif, et le second, on le connaît moins, et pourtant, c'est celui qui est le plus important. Alors, le modèle classique, aristotélicien, on dit parfois, des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que vous caractérisez une catégorie par un ensemble de points communs que tous les membres de la catégorie doivent posséder. D'accord ? Donc, il y a un dénominateur commun que partagent tous les membres de la catégorie. Des propriétés, un ensemble de propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie. Alors, prenons un exemple tout bête. Un oiseau, vous pouvez le caractériser, c'est ce qu'on fait en zoologie, par deux propriétés. Un oiseau, c'est un vertébré qui a des plumes. Donc, ça s'oppose aux invertébrés, puis ça s'oppose aux vertébrés qui ont des écailles, des poils, des trucs. Bon. Donc, il y a ces deux propriétés, vertébrés à plumes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voyez un animal un peu étrange, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais on vous dit c'est un vertébré, et puis en plus vous voyez qu'il a des plumes. Vous en concluez qu'il appartient à la catégorie oiseau. Et inversement, si on vous parle encore d'un animal bizarre dont on vous dit que c'est un oiseau, vous en déduisez que forcément il est vertébré, forcément il a des plumes. Donc vous voyez, ça marche dans les deux sens, c'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes. Alors, c'est comme ça qu'on procède, vous voyez, en zoologie, où pour chaque catégorie d'animal, on a donc des propriétés. Donc vous retrouvez là, les vertébrés, la peau porte des plumes, c'est les oiseaux. Ce sont les oiseaux, pardon. Et si c'est un vertébré, mais qu'il y a des écailles soudées, c'est un reptile. Si la peau est nue, c'est un amphibien, etc. Et puis là, il y a tout le classement des invertébrés. Donc on a une connaissance intuitive assez bonne du modèle des conditions nécessaires et suffisantes, parce que c'est le modèle qu'on utilise dans les descriptions scientifiques. Même là, je vous ai donné un exemple de description scientifique scolaire, mais dans le fond, c'est la même chose pour n'importe quelle description scientifique. Alors, les propriétés de ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que les catégories sont très nettes. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que soit l'animal a des plumes, soit il n'en a pas. Soit il est vertébré, soit il n'est pas vertébré. Mais il n'y a pas une espèce de limite où à partir, s'il y a un certain nombre de vertèbres, c'est vertébré, s'il y en a plus, s'il y en a moins, c'est pas vraiment vertébré. Non. Soit il y a de vertèbres, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les frontières sont strictement délimitées. Ce qui implique, c'est la même idée, mais dite d'une autre façon, que l'appartenance à une catégorie, c'est vraiment une question de vrai ou de faux. C'est vraiment binaire. Et enfin, troisième propriété, tous les membres de la catégorie ont le même statut.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez les deux propriétés vertébrées à plumes, bah, votre animal il est dans la catégorie oiseau. Et tous les oiseaux sont oiseaux au même titre, si j'ose dire. Il n'y a pas des oiseaux plus oiseaux que d'autres. Hein. Ils sont tous oiseaux parce qu'ils ont tous ces deux propriétés d'être vertébrés et d'avoir des plumes. Okay. Alors, tout ça, encore une fois, c'est un modèle très utile pour la classification scientifique, mais le problème, c'est que on peut se demander si ça reflète notre façon naturelle de catégoriser. Nous, en tant qu'êtres humains, nous passons notre temps à catégoriser. Je veux dire, sans même s'en rendre compte. Hein. C'est-à-dire que là, si vous regardez autour de vous, vous voyez des ordinateurs, bon, bah, vous mettez toutes sortes d'objets dans la catégorie ordinateur. Vous voyez des livres, même s'ils ont des formes, des couleurs, des tailles différentes, tous ces livres, indépendamment de leur forme, appartiennent à la catégorie des livres. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Hein. Il y a une aptitude à la catégorisation qui est la propriété de toutes sortes d'êtres vivants, hein, pas seulement des animaux humains, mais aussi des animaux non humains. Hein. Dire, une grenouille, elle est capable de catégoriser pour faire la différence entre une poussière et une mouche, je ne sais pas, par exemple. Hein. Donc, ce n'est pas une spécificité des humains. Simplement, les humains ont développé des capacités de catégorisation plus fines, plus approfondies que d'autres espèces vivantes. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'automatique, d'évident, et qui a un côté un peu automatique. Hein. Quand vous regardez les livres, je doute que vous soyez là à dire, alors, ce truc, il a bien des pages, donc il a la propriété d'avoir des pages, il a la propriété d'avoir une certaine épaisseur, donc je le mets dans la catégorie des livres et pas, par exemple, des journaux ou des cahiers. Hein. Mais ça s'apprend, ça. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, un petit, c'est apprendre la différence entre un livre, un cahier, un journal, une revue, tout ça, c'est pas donné d'avance. Bon, donc il y a une façon naturelle de catégoriser. Et les langues, ce qu'il y a dans les langues, le lexique qui existe dans les langues, c'est le produit de notre façon naturelle de catégoriser. Donc c'est pour cette raison que c'est intéressant de savoir si notre catégorisation naturelle fonctionne de cette façon par un système de conditions nécessaires et suffisantes. Alors on peut en douter pour les raisons suivantes. D'abord, c'est assez facile de remarquer que dans la catégorisation ordinaire, quotidienne, les frontières de la catégorie ne sont jamais tellement nettes. Hein. C'est-à-dire que, si on parle d'un vêtement, par exemple, la catégorie vêtements, il n'y aura aucun problème pour mettre dans la catégorie vêtements, je sais pas moi, une chemise, un pantalon, une veste, une jupe, une robe, des choses comme ça. Bon, quand on commence à vous parler d'une ceinture, est-ce que c'est un vêtement, une ceinture ? Est-ce que, des lacets de chaussures, c'est un vêtement ? D'ailleurs, est-ce que des chaussures, c'est des vêtements ? Non, hein, on ne va pas mettre là. Mais enfin, on voit bien qu'il y a des cas pas très clairs. Hein. D'ailleurs, les vendeurs, parce que maintenant, beaucoup de gens achètent leurs choses sur Internet. Hein, et dans les sites marchands, ils sont obligés d'avoir résolu des problèmes de catégorisation pour que les gens aillent chercher et trouvent rapidement ce dont ils ont besoin. Donc vous savez très bien, je ne vais pas vous apprendre ça, que tout ce qui n'est pas chemise, c'est dans une catégorie qui s'appelle accessoires maintenant, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'Internet existe. Mais je ne pense pas qu'avant Internet, on parlait d'accessoires forcément comme ça. Hein. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais à mon avis, c'est une catégorie qui est apparue pour mettre tout ce qui est... Donc vous voyez, il y a quand même une différence entre, même si, vous n'allez pas aller acheter une ceinture chez un plombier ou dans un magasin de meubles, hein, vous allez acheter ça dans un magasin de vêtements, donc c'est bien quand même quelque part un vêtement, mais c'est accessoire, donc ce n'est pas un vêtement aussi nettement qu'une veste, une chemise, etc. Donc là, vous voyez, tout à l'heure je disais, il n'y a pas d'oiseau plus oiseau que les autres. Ben là, pour les vêtements, si. Hein, il y a des vêtements qui sont plus clairement dans la catégorie vêtements que d'autres. Les accessoires, ils sont moins clairement dans la catégorie vêtements. On pourrait faire le même genre de raisonnement avec les meubles. Hein.
Bon, ben, catégorie des meubles, on va mettre dedans les chaises, les tables, les canapés. Est-ce qu'un réfrigérateur, c'est un meuble? On hésite un peu hein, entre meubles, appareils ménagers. Est-ce qu'un piano, c'est un meuble? Alors on va hésiter là aussi, on va dire c'est peut-être instrument de musique, mais pour un déménageur, un piano, c'est un meuble hein, comme les autres. Et puis chez beaucoup de personnes, il y a un piano, mais qui sert beaucoup plus de meubles que d'instruments de musique souvent. Hein. Est-ce qu'un abat-jour d'une lampe, oui, ça aussi, vous allez l'acheter dans un magasin de meubles, a priori, un abat-jour d'une lampe. Mais si je vous dis, donne-moi des exemples de meubles, je veux dire, celui parmi vous qui aura l'idée de dire « Ah, un abat-jour de lampe », franchement, je n'ai pas trouvé encore personne qui ait été capable de me dire ça. Hein. Donc, il y a bien, de la même manière, dans la catégorie des meubles, des meubles qui sont plus nettement des meubles que d'autres. Et donc, la frontière entre meubles et non-meubles ou entre vêtements et non-vêtements n'est pas très nette. Hein. Et en tout cas, ça veut dire aussi que certaines catégories ne sont pas homogènes. Il y a de meilleurs représentants que d'autres. Hein. Certains meubles, les chaises, les tables, sont de meilleurs représentants de la catégorie meubles que, par exemple, un réfrigérateur ou une télévision. De même, une ceinture ou des chaussettes, par exemple, sont moins représentatifs de la catégorie vêtements qu'une chemise, une veste, etc. Alors ça nous amène à donc développer une autre théorie de la catégorisation qui s'appelle la théorie du prototype. Hein, la théorie du prototype, qui développe deux idées importantes. Mais on va s'intéresser qu'à la première parce que la deuxième ne nous concerne pas directement. Donc je vais parler uniquement de la première, la notion de prototype d'une catégorie. Donc ce qu'on va voir, c'est que en fait, dans une catégorie, bon, on a parlé je viens tout de suite là de vous parler d'exemples de catégories dans lesquelles il y a de meilleurs représentants. Ben, ça va être ça les prototypes. Hein. Bon, par exemple pour les oiseaux, ça c'est un exemple classique. Pour les oiseaux, en Occident, disons pour simplifier, vous avez l'oiseau prototypique qui serait, par exemple en France, plutôt le moineau. Hein. Et puis des oiseaux plus, par exemple, la chouette, le paon, le pingouin, le canard, l'autruche, bon, qui sont beaucoup moins prototypiques. Vous voyez, la structure de la catégorie oiseau, il y a plus dans son centre l'oiseau prototypique, le prototype de l'oiseau le plus facilement catégorisable comme oiseau, et puis à la frontière de la catégorie des oiseaux qui sont moins oiseaux que les autres. Alors, pourquoi, à votre avis, par exemple, le pingouin ou l'autruche sont vraiment à la périphérie de la catégorie? Ben voilà, il y a déjà ça. Hein. Ils ne peuvent pas voler. Et puis par ailleurs, ce sont des gros animaux. Alors qu'un oiseau, c'est plutôt un petit animal. Mais vous voyez bien que dans la catégorisation scientifique par conditions nécessaires et suffisantes, que la bestiole, elle vole ou elle ne vole pas, ça n'a aucune importance. Ce qu'on veut, ce que le zoologiste veut, c'est qu'il soit vertébré et à plumes. Qui vole ou qui ne vole pas, pour le scientifique, ça n'a aucune importance. Que l'animal soit gros ou petit, pour le scientifique, ça n'a aucune importance. En revanche, pour la vie humaine, pour l'être humain qui est sur Terre et qui voit des oiseaux, bah pour lui, dans sa vie quotidienne, bah un oiseau, ça vole. C'est d'abord ça, un oiseau. Donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre la catégorisation scientifique et la catégorisation naturelle. Oui ? J'avais vu avec M. Leninski, on avait vu aussi les termes prototypiques, mais que ça dépendait de la langue. C'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup plus, qui va Bien sûr. côtoyer les autruches, pour lui, l'oiseau prototypique sera l'autruche, c'est pas la fille. Oui, alors c'est possible dans certaines cultures, c'est pas tellement la langue, ça va être plutôt la culture. La langue qui est liée à la... Oui, oui. Alors je sais pas si, vous donnez l'exemple de l'autruche comme ça pour dire au hasard, mais c'est possible qu'il y ait des différences culturelles. Ça, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai précisé
En Occident, on aurait ce genre de schéma. Hein. Dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, on aurait ce genre de schéma. Peut-être que dans d'autres pays, on aurait dans d'autres régions du monde, on aurait des caractérisations un petit peu différentes. C'est tout à fait certain qu'il y a une variabilité culturelle hein, des catégories, bien sûr. Hein. Alors ça dépend pourquoi. Hein. Il y a d'autres exemples là, que je n'ai pas prévu, mais c'est votre question qui m'y fait penser, d'autres exemples très célèbres en psychologie cognitive, en linguistique cognitive, qui sont la catégorisation des couleurs. Hein. Oui, et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois une variabilité et une stabilité. Hein. Donc il y a des choses qui viennent du fait que tout être humain, quel qu'il soit dans le monde, a un cerveau d'être humain. Et donc a des capacités de perception, etc., qui sont communes finalement. Donc il y a du commun dans la perception, mais il y a aussi des différences culturelles, enfin dans la perception et la catégorisation des couleurs. Mais là, c'est juste pour vous montrer, vous allez voir où je vais en venir après, parce qu'on va revenir à la grammaire, bien sûr, pour vous montrer ce que c'est que le modèle par prototype. Même chose pour les meubles, hein, vous voyez, au centre de la catégorie. Là, il y aurait plusieurs choses qui sont très différentes. Hein. Ce n'est pas tout à fait comme les oiseaux, mais chaise, table, canapé, c'est au centre de la catégorie. En revanche, un réfrigérateur, une télévision sont plutôt périphériques. Alors, ce ne sont pas des visions de l'esprit, des théories philosophiques, etc. Hein. Toutes ces idées-là autour de la catégorisation ont été développées par une psychologue qui s'appelle Eleanor Roche, qui est vraiment, alors moi je la trouve absolument géniale, cette psychologue, parce que c'est vraiment une découverte qui a été utilisée dans plein de domaines en linguistique notamment, mais c'est elle quand même qui a vraiment mis ça au point. Eleanor Roche, donc vous voyez, c'est vieux, dans les années 70, et ça résulte, enfin, je veux dire, à partir d'une intuition, hein, il y a eu toutes sortes de travaux expérimentaux qui ont démontré la validité de cela. Alors, des travaux expérimentaux de toutes sortes, j'en donne juste 2 exemples ici. Premier test possible, vous dites à des gens, vous leur donnez 1 minute 30 et vous dites, écrivez en 1 minute 30 le plus grand nombre possible de noms de meubles. Vous faites ça sur 500 personnes et vous regardez les noms qui viennent en premier, et c'est toujours les mêmes qui viennent en premier. Hein. Ou alors, autre type d'expérience, on donne des listes de noms de meubles et on demande aux gens de juger sur une échelle de 1 à 7, est-ce que ce sont des bons représentants de la catégorie meubles. Et on compare les jugements et puis on démontre. Donc, il y a des preuves expérimentales de ce genre de choses. Hein. Là, on est sur catégoriser les concepts. Hein. Ce n'est pas tellement les mots, ici, c'est plutôt les concepts. Bref. Alors, en linguistique, on a un peu la même chose. Hein. En linguistique, il y a des cas qui sont plus prototypiques que d'autres. Un verbe conjugué à un mode personnel, bon, par exemple, il chante, nous mangeons, etc., il est beaucoup plus prototypique de la catégorie des verbes que, par exemple, un infinitif. Pourquoi ? Parce qu'un infinitif, il peut très bien fonctionner comme un nom. Hein. Je veux dire, si je dis, je sais pas moi, jouer est agréable, bon, jouer il fonctionne comme un sujet du verbe, quoi. Donc, il est un peu à la frontière entre la catégorie des noms et la catégorie des verbes. Donc ça veut dire que quand vous travaillez sur des verbes, il vaut mieux éviter les formes infinitives dans les textes, etc., parce qu'elles auront des propriétés qui ne sont pas les propriétés prototypiques du verbe. Donc, là, je vous donne juste cet exemple comme ça, mais il y a plein d'exemples du même genre, et ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Mais il y a un autre aspect que je vais illustrer ici. Hein. Donc, on admet que la catégorisation naturelle, elle est prototypique. Hein. On peut admettre ça parce que c'est ce que montrent les études sur le sujet. Donc, j'ai oublié de dire un point important. On a parlé du prototype, mais ça veut dire comment fonctionne le processus de catégorisation ? Eh bien, il fonctionne par similarité avec le prototype. En fait, au lieu, dans le système, par conditions nécessaires et suffisantes, vous avez quelque chose à catégoriser, vous regardez ses propriétés, vous connaissez les propriétés caractéristiques de la catégorie et vous voyez si les propriétés correspondent à la catégorie. Dans le modèle du prototype, vous avez un prototype et quand vous voyez un truc, vous regardez si ça ressemble au prototype ou pas. Si ça ressemble, vous mettez dans la catégorie. Si ça ressemble moyennement, vous savez que c'est à la périphérie de la catégorie.
D'accord ? Donc c'est par la similarité avec le prototype qu'on va faire des jugements de catégorie. Donc, quand on va faire de la grammaire et qu'il faut apprendre à catégoriser des unités grammaticales, ben on sait qu'on va fonctionner par similarité avec les prototypes des catégories grammaticales concernées. On va travailler par similarité avec les catégories grammaticales concernées. Alors, si je parle de la grammaire explicite, bien sûr, je laisse de côté la grammaire implicite, qui est la grammaire que tout le monde maîtrise sans s'en rendre compte. Je veux dire, n'importe quel locuteur du français qui n'a jamais fait de grammaire sait que on dit le chat est sur le tapis et pas, par exemple, le tapis est sous le chat. Mais ça, c'est un savoir implicite. Nous, on parle de la grammaire explicite. Bon. Donc, dans la grammaire explicite, vous pouvez présenter les notions par des définitions. Si vous le faites comme ça, c'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Par exemple, vous allez dire la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, pas en FLE, mais quoique dans certains manuels, peut-être que ça existe, mais à l'école primaire, souvent, on voit les professeurs faire noter aux élèves, alors la phrase commence par une majuscule, se termine par un point, bon, pourquoi pas, mais ça ne va pas être ça l'alpha et l'oméga de la maîtrise de la notion. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a des exceptions, il y a toutes sortes de problèmes quand vous donnez une définition. D'abord, il y a différents types de points. Donc, déjà, il faut compliquer la définition. Il faudra dire la phrase commence par une majuscule et peut se terminer par un point final, par un point d'interrogation, par un point d'exclamation, par 3 points, etc. Bon, donc vous voyez, votre définition, elle commence à se développer. Il y a même des définitions qui disent la phrase se termine par un point qui précède une majuscule. C'est-à-dire qu'il faut la majuscule de la phrase d'après qui commence. D'accord ? Alors, donc, le problème de la définition, c'est que si on veut qu'elle marche à tous les coups, il faut que la définition soit super compliquée. Et ça ne va pas être efficace. Mais en plus, il y a des choses qui ne rentrent pas dans la définition. Regardez, vous prenez la phrase « le théâtre de S. Beckett me passionne ». Un élève qui veut vous casser les pieds, il vous dit « Beckett me passionne » est une phrase, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Et puis même, ça se commence par une majuscule qui précède un point. Mais évidemment que c'est absurde. Donc, vous voyez, on a cette illusion que la définition, elle fonctionne, mais en réalité, c'est une intuition d'une autre sorte qui fonctionne. Et puis enfin, voilà, il y a là, j'ai pris un extrait d'un poème d'Apollinaire. Vous savez peut-être que dans sa poésie, Apollinaire n'utilise pas de ponctuation. Donc, à la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère ou tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une phrase ? Bien sûr que si. Donc, les définitions, c'est difficile de s'en passer, mais il ne faut pas trop s'imaginer que c'est avec ça qu'on va fonder l'apprentissage. Les définitions, on n'a pas le choix, il faut qu'elles soient simples, sinon à ce moment-là, on fait des traités de grammaire ou de linguistique. Et puis, du coup, si elle est simple, elle ne va pas marcher à tous les coups. Donc, il y a un problème avec la simple définition. Je vous donne un petit exemple, tout simple, pris dans un manuel. C'est un manuel de français langue maternelle. Mais bon. On vous dit, dans un groupe nominal, l'adjectif peut être supprimé, contrairement au déterminant ou au nom. Et au nom. Et on vous donne un petit exemple. Les serpents dévorent les petites souris. Groupe nominal étendu. Et on peut en effet supprimer l'adjectif « les serpents dévorent les souris ». Donc ça vous donne une caractéristique définitoire de l'adjectif. Il peut être supprimé. Bien. Très bien. Dans le même manuel, quelques pages après, vous avez un exercice. 15. Supprime tous les adjectifs qualificatifs, les phrases ont-elles encore un sens ? J'ai les yeux verts et les cheveux roux. Si vous supprimez vert, là, j'ai les yeux et les cheveux, ça ne marche pas du tout. Grâce au soleil, elle a la peau bronzée. Alors, non seulement bronzée, vous voyez, typiquement, ce n'est pas du tout un adjectif prototypique. Donc, c'est très mauvais de donner des exemples de ce genre-là à des jeunes élèves qui vont confondre avec un verbe. Mais non seulement il y a ça, mais en plus, évidemment, on ne peut pas le supprimer. L'air marin lui donnait le teint frais, marin et frais ne peuvent pas être supprimés. Préfères-tu les fruits frais ou les fruits secs ? Si vous supprimez les adjectifs, préfères-tu les fruits ou les fruits ? Évidemment,
ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, dans le même manuel, on vous caractérise l'adjectif comme pouvant être supprimé, et juste après, on vous fait un exercice où on vous montre que dans plein de cas, enfin dans certains cas, on ne peut pas les supprimer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a d'autres façons de présenter les notions. On peut les présenter par des exemples types, et c'est ça qui va être important, les prototypes. Donc, c'est plus important que les élèves, les professeurs, etc. retiennent, bon, ça pour l'exemple de la phrase, c'est trop facile, mais qu'une phrase, c'est une structure de ce genre-là. Le facteur distribue le courrier. Ça, c'est un exemple de phrase. Bon. Alors, il y a une autre façon plus technique de présenter, c'est de dire que la phrase, c'est un groupe nominal, plus un groupe verbal, plus un groupe circonstanciel. C'est la phrase canonique prototypique. Et c'est avec des modèles comme ça, des exemples types et des modèles, qu'on va pouvoir construire un enseignement grammatical et pas avec des définitions fondées sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Donc, pas besoin de beaucoup de définitions, mais simplement, il faut des caractérisations parfois astucieuses. Vous voyez, par exemple, le verbe, il suffit de dire que c'est le mot qui se conjugue. Pour des jeunes élèves, ils savent ce que ça veut dire, conjuguer, hein, parce qu'on leur apprend, je chante, tu chantes, il chante. Bon, ben, ils savent très bien qu'un mot comme chaise, on ne peut pas dire je chaise, tu chaises, il chaise. Hein. Alors, évidemment, il y a des cas qui sont ambigus, mais c'est une définition qui fonctionne bien, qui est simple, et après, on n'aura pas besoin d'une définition, on reconnaîtra un verbe tout bêtement parce qu'une fois qu'on a reconnu la structure de la phrase, on sait où doit se trouver le verbe, etc. C'est un ensemble de notions qui convergent vers des connaissances. Bon, donc, par exemple, on peut, pour vraiment donner des exemples tout à fait élémentaires, hein, on va formuler des choses comme ça, par exemple, dans la phrase « l'avion décolle », le sujet c'est l'avion, dans la phrase « il décolle », le sujet c'est « il », trouve le sujet dans les phrases suivantes. Voilà. On a un modèle, une structure de base, hein, et ensuite on réapplique ce modèle jusqu'à ce que ça s'automatise, et que ça se routinise. Alors évidemment, ça va être un point sur lequel je vais beaucoup insister. Et c'est ça pour moi, si vous voulez, la capacité professionnelle fondamentale des enseignants de français, c'est de faire la différence justement entre les cas prototypiques et les cas non prototypiques. Hein. On a déjà vu tout à l'heure un exemple avec Bronzé. Et là, c'est pareil, j'avais trouvé cet exemple dans un manuel, mais vraiment pour tout petit. Il fallait trouver le COD, hein, donc le complément d'objet direct, et il y avait la phrase « Bruno espère retrouver son chien ». Et puis, bon, bah, pour l'auteur du manuel, le COD, c'est son chien. Mais sauf que dans une phrase comme celle-ci, il y a deux COD. Il y a son chien COD de retrouver, et il y a retrouver son chien qui est COD de espérer. Mais ça, même l'auteur du manuel, il ne l'avait pas vu. Donc ce n'est pas du tout un cas prototypique. Il y a deux COD, il y a deux verbes qui sont, même s'il y en a un qui est à l'infinitif. Bon, donc ça, c'est un cas vraiment qui brouille les idées. Et moi, je suis totalement persuadé que l'une des raisons qui fait que l'enseignement de la grammaire est si peu efficace, c'est que les professeurs savent rarement présenter suffisamment clairement, si vous voulez, la différence entre les cas prototypiques qui fonctionnent bien, qui illustrent correctement la notion, et les cas qui sont trop compliqués, qui n'entrent pas bien dans les concepts de la grammaire scolaire. Hein. Et c'est cette différence-là qui est très importante à maîtriser. Oui. Une question. Pour les élèves qui sont à l'école, il faudrait donc trouver des exemples qui sont faciles, qui sont clairs, pour qu'ils comprennent. Mais pour les élèves qui sont à l'université, on peut aller un peu... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En fait, l'important, c'est quel que soit le niveau auquel on se trouve, parce que vous avez des élèves à l'université qui n'ont jamais fait de grammaire française, hein, c'est de commencer par les prototypes. Commencer par les exemples prototypiques et ensuite on élargit vers les choses plus compliquées. Mais ça paraît évident de dire ça. Hein. C'est à peu près comme, je ne sais pas moi, si en mathématiques, on disait, bah oui,
Avant de faire les racines carrées, on fait 2 plus 3, 5, on apprend la table d'addition, la table de multiplication. Hein. Mais alors en grammaire, c'est comme si on essayait d'apprendre en même temps les intégrales, l'addition, la multiplication, les racines carrées et tout en même temps. Hein. Donc il y a vraiment là un effort à faire pour comprendre que l'appareil conceptuel de la grammaire scolaire, parce que là on ne fait pas de la linguistique, les professeurs ils ne sont pas censés être linguistes, ils sont censés avoir une connaissance de la grammaire française qui leur permet d'enseigner correctement, donc une certaine maîtrise. Hein. Mais les concepts de la grammaire scolaire, l'ensemble des concepts, cette trentaine de notions-là, c'est un appareil extrêmement rudimentaire, c'est très peu de choses. Hein. C'est comme une boîte à outils, il y a une trentaine d'outils, bon, bah, vous avez un marteau, vous pouvez planter un clou pour mettre un petit cadre, mais si vous avez juste un marteau, vous ne pouvez pas mettre une étagère pour mettre des livres avec des clous. Hein, voilà, il vous faut une perceuse, il vous faut toutes sortes de matériel plus sophistiqué. Hein. Bon, bah, c'est exactement la même chose dans la langue. Il faut la grammaire scolaire, elle ne permet d'analyser correctement que certains types de structures. À partir d'un certain niveau de complexité, il faut mobiliser d'autres types de concepts. Oh, pardon. Alors, je poursuis avec d'autres exemples pris dans des manuels qui sont des exemples non prototypiques par rapport à une consigne. Donc, vous voyez, là, c'est une caractérisation, on vous dit dans une phrase, le sujet indique qui fait l'action, et pour retrouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui ? Et on utilise c'est qui dans la réponse. Alors très bien, la poule picore, qui est-ce qui picore ? C'est la poule qui picore. Ça marche bien. Sauf que, vous voyez, ça marche, mais ça marche qu'avec les exemples au singulier. Parce que, vous voyez, comment vous allez faire pour les lionnes chassent pour nourrir leurs petits ? Alors, qui est-ce qui chasse pour nourrir leurs petits ? C'est les lionnes qui chassent. Vous êtes obligé de dire ce sont les lionnes qui chassent. Donc c'est compliqué. Hein. Donc c'est pas du tout efficace. Là aussi, des exemples non prototypiques. Souligne les noms, entoure les déterminants. Bon, bah alors, évidemment, là, l'exercice, on voit que l'auteur du manuel, il l'a fait pour que pour moto, il y a là, on repère le nom, hein, motard, le. Alors, le problème, c'est que vous avez blouson, vous avez cuir, bah, cuir, c'est à peu près sûr que les élèves vont mettre le de, le petit mot de, comme étant un déterminant pour cuir. Hein. Parce que ici, si on dit uniquement souligne les noms et entoure les déterminants, ben, on présuppose que tout petit élément qui précède le nom est un déterminant. Hein. Alors qu'en réalité, il faudrait introduire la notion de groupe nominal où on verrait qu'il y a un blouson de cuir qui est un groupe nominal. D'accord ? Et on ne ferait pas cette bêtise de prendre les noms et d'aller chercher les déterminants qui vont avec. Alors, on va... Attendez, quelle heure il est là ? Oui, 16h. Alors, on va faire une petite pause de 5 minutes et puis on se retrouve pour que je vous parle un petit peu du système de la langue. Voilà. Pas d'autres questions, ça va pour l'instant ? Très bien. Alors, je reprends donc sur la question du système de la langue. Alors, je vous ai remis là, la liste des différentes notions, simplement pour que vous ayez à l'esprit que ça, c'est une liste de notions. Ce n'est pas présenté d'une manière systématique. Hein. Et ça, à mon avis, chez les professeurs, c'est ce qui manque le plus. C'est une des choses qui manque beaucoup, enfin, mais c'est vraiment une des choses élémentaires qui manque le plus, c'est d'avoir une vision systématisée de la langue, c'est-à-dire comment c'est hiérarchisé toutes ces notions. Ce n'est pas juste une liste de trucs comme ça, c'est hiérarchiser toute cette affaire. Et l'un des buts vraiment primordiaux de ce cours, c'est que vous en ressortiez en ayant mémorisé vraiment qu'il y a des hiérarchies et qui permettent d'ailleurs de bien mieux comprendre et de bien mieux organiser les différentes notions. Alors certaines vous les connaissez, mais simplement c'est vraiment une façon
caractériser les choses. Alors d'abord, il y a une structure de base, structure fondamentale, c'est la phrase. Hein. Donc c'est la phrase qui nous sert de point de départ pour décrire toutes les autres structures, toutes les autres natures de mots, les autres fonctions. On part de la phrase. Hein. Alors pour d'autres linguistes, ça va être le texte, pour d'autres, ça peut être le mot. Bon, nous, on part de la phrase parce que c'est l'unité de base de l'analyse grammaticale, la phrase. Hein. C'est une grammaire de la phrase. On l'assume comme ça. Ça ne veut pas dire que l'alpha ou l'oméga de la description linguistique, c'est de décrire les structures des phrases, mais ça veut dire que ce qu'on enseigne, ce qu'on choisit d'enseigner, ce sont effectivement les structures à l'intérieur de la phrase. Alors, ensuite, un autre point très important, et quand on a compris ça, on a vraiment compris l'essentiel de ce que c'est que la grammaire d'une langue, hein, enfin en tout cas d'une langue à syntaxe développée comme le français. Comprendre l'organisation grammaticale d'une langue, c'est comprendre en fait des relations d'inclusion, des relations d'imbrication, d'inclusion. Il y a des structures qui sont à l'intérieur des autres et toute la hiérarchie grammaticale est là-dedans. Par exemple, une proposition subordonnée, c'est inclus dans une proposition principale. Un complément du nom, c'est inclus dans un groupe nominal. Par exemple, quand vous prenez le titre du livre de Marcel Pagnol, « La gloire de mon père », ça c'est un groupe nominal, « La gloire de mon père ». Ce qu'on va voir, c'est qu'à l'intérieur de ce groupe nominal, vous avez un groupe nominal prépositionnel de fonction complément du nom, de mon père, qui est inclus dans la gloire de mon père. D'accord ? Donc, c'est pas, enfin j'y reviendrai, mais ce ne sont pas des mots mis les uns après les autres, ce sont des structures emboîtées les unes dans les autres. Hein. Et c'est vraiment ça la chose, à mon avis, la plus importante à comprendre. Et puis ensuite, bon, on l'a vu déjà, ce qui va nous permettre de décrire, enfin, ce qu'on va décrire, plutôt le contenu de la description, c'est la nature et la fonction des mots et groupes de mots. Donc, voilà, hein, l'essentiel de l'apprentissage de la grammaire, ça va être développer la capacité d'identifier la nature et la fonction des mots, donc de catégoriser les mots dans des natures et des fonctions. Alors, précisons un petit peu, parce que ça, souvent, on dit, les gens, ils confondent nature, fonction, etc. Moi, je n'ai jamais compris ça, parce que, si vous voulez, quand on revient un petit peu en arrière, hein, vous avez quand même des listes extrêmement limitées. Les fonctions, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une petite dizaine de concepts. Les natures de mots, pareil, une dizaine de concepts. Comment est-ce qu'on peut ne pas mémoriser cette dizaine de concepts, dire c'est les natures de mots, les autres c'est les fonctions, et les confondre? Enfin, je veux dire, c'est à peu près comme si il fallait confondiez les nombres et les opérations. Hein. Alors justement, nature et fonction, plus fondamentalement, c'est quoi? La nature des mots, ce sont les catégories de mots, les types de mots, et les fonctions, ce sont les relations entre les natures de mots. Hein. Et la chose un peu... Enfin, cette notion d'inclusion de structure que je décrivais tout à l'heure, c'est l'idée qu'à l'intérieur d'une structure donnée, vous pouvez retrouver la même structure. C'est-à-dire que, par exemple, ici, dans cette structure à gauche, vous pouvez avoir à nouveau une relation fonctionnelle entre deux éléments. Et pareil dans la structure à droite. Alors, par exemple, si vous prenez le proverbe « chat échaudé craint l'eau froide », vous voyez que chat échaudé, ça va correspondre au X et au Y ici. Et craint l'eau froide, ça va être l'ensemble de la deuxième structure avec X craint et l'eau froide Y. Hein. Donc, la relation entre les deux grands groupes, chat échaudé et craint l'eau froide, c'est une relation sujet. D'accord ? À l'intérieur du groupe sujet ici, vous avez deux éléments, chat et échaudé, qui sont un nom et un participe passé qui fonctionne comme adjectif, qui sont reliés par la fonction épithète. Et craint et l'eau froide, c'est un verbe, son complément d'objet direct, enfin je veux dire un groupe nominal
qui est le complément d'objet direct du verbe. Donc il y a deux éléments, un verbe, un groupe nominal, qui sont reliés par la fonction COD. Mais en fait, vous voyez, dans l'élément Y, il y a encore deux choses. L'eau est froide. Donc il faut rajouter une autre structure pour dire qu'on a l'eau est froide qui sont un nom et un adjectif épithète. Donc c'est ça d'écrire la grammaire d'une langue. C'est, en tout cas d'une langue comme le français, c'est vraiment voir ces relations d'inclusion. Alors, un exemple typique, là, vraiment très grave d'une certaine façon, d'erreur, de mauvaise compréhension de la structure de la phrase. Vous voyez, vous avez une consigne « Observe les groupes nominaux en gras ». Alors, je suis dans un labyrinthe, ok, rien à dire. Retenu par des crochets, pas de problème. Mais là, le bruit, au même instant, le bruit, étouffé d'un sanglot, lui parvient. Le groupe nominal, ce n'est pas le bruit, c'est le bruit étouffé d'un sanglot qui est sujet de parvient. Donc là, il y a vraiment, je veux dire, une erreur, mais totalement élémentaire sur quelque chose d'absolument basique, où on voit que l'auteur du manuel ne maîtrise pas bien, ou alors c'est peut-être une coquille aussi, je ne sais pas. Là, ça ne peut pas être une coquille, c'est trop énorme. Recopie les groupes de mots en couleur dans la colonne qui convient. Dans le tiroir de la table de la cuisine, le garçon trouve un grain de riz. Les groupes de mots en couleur. Mais ces groupes de mots, ça n'a aucun sens en réalité. Parce que ici, s'il y a un groupe de mots, c'est le tiroir de la table de la cuisine. Tout ça, ça forme un tout. Avec de la table de la cuisine, complément de tiroir. Et ensuite, à l'intérieur, bon, je crois que j'ai... Voilà. Pareil pour un grain de riz. Un grain tout seul, ça n'a aucune réalité grammaticale. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas un groupe de mots. Le groupe de mots, c'est un grain de riz. Ou alors deux riz, si on veut. Mais jamais de la vie, un grain forme un groupe de mots ici. Donc, la bonne structure ici, c'est le tiroir de la table de la cuisine, où le groupe de mots, c'est l'ensemble, avec un déterminant, plus un ensemble nom, plus complément du nom, ici. Et puis, à l'intérieur, on a de la cuisine qui est complément du nom table. Vous voyez ? Alors, quand je vous parlais de voir qu'est-ce qui s'imbrique, etc., c'est exactement ça. Quand on voit le tiroir de la table de la cuisine et qu'on a un peu l'habitude, on les voit. On n'a même pas besoin de... C'est évident qu'on voit qu'il y a de la cuisine qui est inclus dans de la table de la cuisine et que de la table de la cuisine est le complément de tiroir et que tout ça est hiérarchisé. Ce n'est pas des mots les uns après les autres qu'on va étiqueter. Ce sont des structures emboîtées les unes dans les autres. De la cuisine est emboîtée dans de la table de la cuisine, de la table de la cuisine est emboîtée dans tiroir de la table de la cuisine, etc. etc. Et c'est ça que au moins le professeur doit avoir à l'esprit pour ensuite décliner son enseignement d'une façon ou d'une autre. Oui, là j'avais mis un petit point d'interrogation parce que dans l'exercice, vous voyez, il y a une question qui, mot qui désigne une personne, mot qui désigne une chose. Bon, en fait, oui, on peut dire garçon désigne une personne, table et tiroir désignent une chose, mais ça n'a absolument aucun rapport avec l'exercice sur repérer les groupes de mots, etc. C'est un truc de vocabulaire à la limite, mais c'est sans aucun lien, donc ça n'a aucun sens. Il y a aussi quand même, il faut une certaine cohérence quand on travaille. Autre exemple du même genre. Dans quelle phrase le nom en bleu est-il sujet du verbe ? Vous voyez ? Le nom en bleu est-il sujet du verbe ? Et ce qui est souligné, ce sont des groupes nominaux. Vous voyez, c'est quand même délirant qu'on puisse se permettre d'avoir des manuels dans lesquels l'auteur ne maîtrise même pas la différence entre un nom et un groupe nominal. Imaginez ça dans un manuel de sciences, tout ça. C'est même pas une petite erreur comme s'il y avait, par exemple, dans un manuel de sciences, un corrigé avec une petite erreur de calcul. Non, là, c'est vraiment des connaissances de base qui ne sont même pas maîtrisées. Et puis là, c'est même pas un point, si vous voulez, ce que je vous dis là,
N'importe quel linguiste, n'importe quel grammairien vous le direz. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas une question d'école linguistique avec des points de vue différents, etc. Non, il n'y a pas à tortiller. Je veux dire, un éléphant, ce n'est pas un nom, c'est un groupe nominal. Donc on ne peut pas dire le nom en bleu. Et puis, il y a la faute inverse dans le deuxième exercice. Le nom baleine est sujet du verbe. Mais le sujet, ce n'est pas le nom, c'est l'ensemble, la baleine. Le sujet de la baleine plonge, ce n'est pas baleine, c'est la baleine qui est sujet. Parce que sinon, vous allez faire quoi du la? Bon. Donc, on trouve n'importe quoi en grammaire dans les exercices. C'est quand même assez désespérant. Et encore une fois, comme disent certains collègues, je n'ai pas cherché dans des tas de manuels pour trouver la petite bête et tout ça. Vous prenez n'importe quel manuel, c'est bourré de choses de ce genre-là. Un peu moins peut-être les récents. Oui, ça c'est entoure le petit mot qui est devant chaque mot en couleur. Donc là aussi il y a une erreur grossière parce que il y a ma trompe, mon bec, les fruits, le renard, un terrier. Ok, à chaque fois là j'ai un article, mais le petit mot qui est juste devant O, c'est L' là. Donc je suis à peu près sûr que l'auteur du manuel, il voulait dire que c'était l'eau, c'était un article défini, mais ce n'est pas du tout ça. J'aspire de l'eau, on le verra plus tard, c'est de L' qui est un article partitif en fait. Évidemment qu'à ce niveau-là, vous voyez un peu l'illustration, c'est un truc pour les tout petits ça. Le article partitif, c'est même pas au programme. Donc c'est encore une fois une aberration totale. Bon, donc ce qui est important dans le message principal là, de cet ensemble de remarques, c'est de dire qu'on analyse non pas des éléments, mais des groupes. On n'analyse pas des mots, mais des groupes de mots principalement. Parfois, un groupe de mots se limite à un mot. Par exemple, je sais pas moi, le groupe sujet d'une phrase, ça peut être un pronom je ou il. Mais c'est juste un cas particulier. Le cas général, c'est qu'on analyse la fonction, la nature de groupes de mots et de groupes de mots, tout au moins. Et que une phrase, évidemment, ça a l'air d'être comme ça, une série de mots séparés par des blancs. J'ai mis un slash là, en rouge entre chaque mot pour matérialiser les blancs. Mais ça, c'est une phrase pour un ordinateur, pour une machine, oui, il y a une suite de caractères, un blanc, une suite de caractères, un blanc, une suite de caractères. Mais pour l'esprit grammatical, c'est jamais comme ça une phrase. C'est hiérarchisé. C'est chat échaudé qui forment un ensemble, c'est crin l'eau froide qui forment un autre ensemble. Et à l'intérieur du deuxième ensemble, l'eau froide et le COD de crin, etc. Mais tout ça, vous voyez, c'était ça que je visais avec mon analogie de la radiologie tout à l'heure. Ce à quoi doit parvenir le professeur, au moins, disons, dans une première étape, c'est d'avoir une vision évidente, claire, de ces grandes structures grammaticales. Donc, surtout pas des mots les uns après les autres, mais des structures emboîtées dans d'autres structures. D'ailleurs, de présenter les choses comme ça a aussi un intérêt pour les problèmes d'accord. Si vous dites dans Les cloches sonnent que le sujet c'est cloche, c'est moins informatif que de dire le sujet c'est les cloches, parce qu'au moins les cloches, vous entendez le pluriel dans les cloches. Bon, voilà, mais c'est un petit avantage collatéral. Alors, une fois qu'on a clarifié ce premier point, sur donc, les relations d'inclusion entre les mots et les groupes de mots, il y a une hiérarchie des fonctions que je vais vous présenter là très très rapidement, mais on y reviendra après dans le détail, mais c'est un peu comme une espèce de table des matières là, ce que je vous présente. C'est que d'abord, on va décomposer la phrase en trois éléments, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Par exemple, donc, cette phrase typique là, qui est dans la terminologie, on a tout fait à partir de cette phrase, c'est une allusion à
C'est vrai que des amis m'ont dit, ouais, le facteur, bon, à l'ère du mail et d'Internet, ça fait un peu 20e siècle. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais ça fait allusion à un manuel de syntaxe, le que sais-je de syntaxe qui a été rédigé par Olivier Soutet, où il utilise cette phrase, et c'était un petit clin d'œil, bon, bref, peu importe. Donc, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Donc, on décompose ça en disant qu'il y a un groupe sujet, le facteur, un groupe verbal distribue le courrier à un troisième groupe à 8 heures. Donc on s'entraînera, vous verrez, à décomposer ces trois groupes avec, il y a un certain nombre de propriétés. Par exemple, que le groupe circonstanciel, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses, on peut l'enlever, on peut le déplacer, tout ça, mais j'y reviendrai. Simplement, là, je vais insister sur une chose, c'est que ça veut dire, vous voyez, quand on a repéré que ça, ce sont des groupes entre lesquels, groupe sujet, ça veut dire qu'il y a une relation sujet entre ce groupe-là et le groupe verbal. Groupe circonstanciel qui a une relation circonstancielle. Donc ça veut dire, on y reviendra encore une fois, qu'il n'y a que deux fonctions possibles dans la phrase. Hein, il n'y a que deux fonctions possibles. La fonction sujet, la fonction circonstancielle. Donc c'est ça une forme de hiérarchie dans la phrase. Alors, mais le point sur lequel je voudrais juste prendre quelques minutes pour justifier là, c'est que c'est l'hétérogénéité de la caractérisation de la phrase. Hein, parce que ça, au fond, il y a plusieurs solutions pour dire quelle est la structure de la phrase. On peut dire groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, comme on l'a fait ici, avec ce petit inconvénient que groupe sujet, ça désigne une fonction, groupe circonstanciel, ça désigne une fonction, mais groupe verbal, ça désigne une nature de mot, quoi. C'est le verbe. Hein. Bon. Alors, pourquoi je prétends qu'il y a cette hétérogénéité, elle est inévitable? C'est que vous avez deux solutions. Soit mettre ici que des fonctions, soit ne mettre que des natures de mots. Donc, si vous mettez que des fonctions, vous allez avoir, il faudra trouver un nom de fonction pour groupe verbal. Alors, ce qui a été trouvé, c'est prédicat. Donc, à ce moment-là, vous pourrez dire groupe sujet plus prédicat, enfin, sujet, prédicat, complément. Alors, ça se fait un peu dans certains pays, mais le problème de cette solution, de caractériser la structure de la phrase par des fonctions uniquement, sujet, prédicat, complément, ou complément circonstanciel, ou groupe de phrases, ou complément de phrase, peu importe, c'est que ça oblige à introduire la fonction prédicat, qui, en tout cas dans le contexte français, n'est pas du tout habituel, et qui pose un problème de cohérence avec les autres types de fonctions. Pourquoi ça pose un problème de cohérence, la fonction prédicat? Parce que, si vous voulez, les fonctions dans la grammaire, elles sont mobilisées parce qu'un même type de mot peut avoir des fonctions diverses. Je veux dire, un groupe nominal, il peut être de fonction sujet, il peut être COD, il peut être plein de choses, d'accord? Mais là, l'idée, c'est que le groupe verbal, il est tout le temps de fonction prédicat, ça ne change jamais. Donc c'est un peu bizarre, parce que normalement, une fonction, ça peut changer. Alors certes, il peut y avoir autre chose que des verbes qui peuvent être prédicats à la limite, mais ça c'est vraiment sur des phrases atypiques, etc. C'est pas du tout prototypique justement. Donc introduire la fonction prédicat, c'est introduire une fonction qui est systématiquement attachée au mot. Or, vous voyez, dans l'enseignement grammatical, les fonctions, elles sont en quelque sorte exercisables, si je peux me permettre ce néologisme, c'est que on va vous dire, voilà, quelle est la fonction du nom, du groupe nominal, sujet, COD. Là, on ne va jamais vous dire quelle est la fonction du verbe, c'est tout le temps la même. Hein. C'est à peu près comme si on donnait une fonction aux déterminants, on disait, voilà, les déterminants, ils ont une fonction déterminative. Oui, on est bien avancé de dire pour chaque déterminant, fonction déterminative. C'est exactement pareil si on dit ça pour le verbe. Donc, pour moi, ce n'est pas idéal comme solution de ne mettre que des fonctions. Ne mettre que des natures, c'est possible, on peut dire groupe nominal plus groupe verbal plus groupe prépositionnel. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même dans un livre que j'ai publié il y a pas mal d'années. Je vous en reparlerai peut-être, mais évidemment, ça présente un inconvénient. Parce que quand on dit groupe nominal au lieu de groupe sujet,
Évidemment, si je dis, au lieu de dire le facteur distribue le courrier, si je dis il distribue le courrier, il, ce n'est pas un groupe nominal. Hein. Donc en fait, si je dis groupe nominal ici à la place de groupe sujet, ça veut dire que je mets en quelque sorte le sujet prototypique, le sujet disons la catégorie grammaticale, la nature grammaticale la plus prototypique pour la fonction sujet, c'est le groupe nominal. Donc c'est comme ça que je justifierais groupe nominal à la place de groupe sujet. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas interpréter groupe nominal littéralement. Ça veut dire que ce groupe nominal, il peut être un pronom, il peut être un infinitif, il peut être n'importe quoi. Donc ça introduit aussi beaucoup de confusion. Donc finalement, la solution qui nous a paru pédagogiquement la meilleure, c'est, quand je dis nous, parce que la terminologie, je l'ai faite avec un inspecteur général qui est Fabrice Poli, la meilleure solution, c'est l'hétérogénéité. Alors je précise aussi que quand on dit groupe sujet, un groupe, ça peut être un seul élément, hein, comme en mathématiques, un ensemble peut être réduit à un seul élément, c'est ce qu'on appelle un singleton. J'utilise groupe et pas syntagme. Hein. J'ai déjà eu discussion avec des collègues linguistes, ils disent non, il faut dire syntagme et pas groupe, parce que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Syntagme, il y a une espèce d'union, tout ça. Bon, c'est un terme technique, syntagme, on n'a pas besoin d'un terme technique comme ça pour l'enseignement de la grammaire. Groupe peut très bien fonctionner. Voilà, c'est une petite justification pour cette formule de la phrase groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Hein. Ça va être une espèce de... Il y aura quelques formules comme ça, mais très peu, genre 5-6 hein, de formules qui permettent de synthétiser les structures. Bon, ça c'est donc le point de départ. Il y a la phrase et puis 3 groupes à l'intérieur de la phrase, 2 ou 3 puisque le groupe circonstanciel est facultatif. Ensuite, on entre dans le groupe verbal et après on va entrer peut-être dans le détail du groupe nominal s'il y a des groupes nominaux. Alors le groupe verbal, on va pouvoir l'analyser. Là, je ne vais pas du tout commenter tout ça parce que tout ça on va le faire en détail plus tard, mais juste je précise donc que le groupe verbal, on prend l'habitude de l'analyser globalement hein, en voyant à la fois le verbe et ses compléments éventuels. On distinguera 2 grands types de groupes verbaux, les groupes verbaux qui ont un complément d'objet et les groupes verbaux attributifs. Hein. Il y a 2 grandes sortes de groupes verbaux. Bon, parce que l'attribut n'est pas considéré comme un complément dans la tradition grammaticale française, bon, ce qui est contestable à la limite, mais bon, peu importe. Et puis après, on va étudier les groupes verbaux selon leur structure. Hein, mais ça aussi, on le verra plus tard, plus en détail. Donc il y a des groupes verbaux qui sont réduits au verbe, comme le facteur travail, d'autres qui sont verbe plus groupe nominal, d'autres, par exemple, le facteur distribue le courrier, hein, distribue le courrier avec le COD, etc. Bon, donc il y a toutes sortes de structures qu'on peut décrire. Et on n'a pas besoin tout de suite de parler de verbe transitif, intransitif, ça peut être introduit plus tard. Ce qui compte, c'est qu'on repère bien qu'il y a à l'intérieur, qu'on décompose le groupe verbal. Vous voyez, on décompose le groupe verbal dans les éléments qui le constituent. Bon, peut-être que certains ont appris à un moment donné complément d'objet second pour des exemples du type donné, par exemple, il distribue le courrier à ma voisine. Il y a une époque où on disait à ma voisine, complément d'objet second du verbe distribuer parce qu'il y a un premier complément, le courrier. Bon, on parle de complément d'objet indirect parce que chaque fois qu'il y a une préposition, il y a un complément d'objet indirect. Donc il n'y a que 2 sortes de compléments d'objet, complément d'objet direct et indirect. Il n'y a plus de complément d'objet second. Et puis ensuite, il y a parmi les groupes importants, il y a le groupe nominal. Ça va être la 3e, vous voyez, donc on a eu une formule pour la phrase, une formule pour le groupe verbal, et puis une pour le groupe nominal, déterminant plus nom plus expansion. Et à l'intérieur donc, de ce groupe nominal, eh bien, on va ensuite pouvoir analyser les différentes sortes de déterminants, les différents types d'expansion, par exemple l'adjectif, le groupe nominal. Donc vous voyez, toutes les notions qui apparaissaient tout à l'heure comme une espèce de liste apparaissent là à chaque fois dans une structure donnée. Hein. Tout ce qui est les compléments d'objets directs, indirects, etc. Bon, là, il n'y a pas les attributs parce que je n'ai pas mis tout, mais c'est juste pour illustrer. Ça va être à l'intérieur de groupe verbal. Tout ce qui est
adjectif, épithète, groupe nominal prépositionnel, complément du nom, etc. Ça va être à l'intérieur du groupe nominal. C'est ça que je veux illustrer en parlant de hiérarchie, c'est le fait que ces éléments sont chacun dans une place particulière dans la structure de la phrase. Alors, un petit point pour quand même pas trop simplifier les choses sur le rapport entre nature et fonction. Bon. En général, on admet que la nature d'un mot va déterminer sa fonction. Bon, par exemple, si vous prenez un groupe nominal comme l'eau froide, hein, tout à l'heure, chat échaudé craint l'eau froide, eh bien, le nom eau se construit avec un déterminant. C'est pour ça qu'on a cette structure déterminant plus nom plus expansion. À partir du moment où j'ai un nom, disons, ce nom implique l'emploi d'un déterminant. D'accord ? Et l'emploi de froide, adjectif, hein, donc c'est un adjectif, donc il peut être épithète ou attribut, là en l'occurrence il est épithète, parce que c'est un adjectif, donc il va avoir cette fonction. Bon, mais restons sur le déterminant. Le nom appelle un déterminant. Alors simplement, dans la pratique, il arrive, mais ce sont des cas moins prototypiques, que ce soit l'inverse. Par exemple, si on dit avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Le mot si n'est pas un nom, mais si je dis avec des si, le fait que j'utilise un déterminant ici transforme l'élément qui suit en nom en quelque sorte. Tout au moins, ça fabrique un groupe nominal. Le moi est haïssable, moi c'est un pronom hein, personnel, donc quand je dis le moi, je transforme ce pronom personnel en un nom à l'intérieur d'un groupe nominal. Le je ne sais quoi, le presque rien, vous voyez, même une petite phrase, je ne sais quoi, peut devenir le noyau d'un groupe nominal. D'accord ? Donc là, ça va être l'idée inverse, c'est le déterminant qui transforme l'élément qui le suit en nom. Hein. Même genre de problème avec le participe passé. Hein. Il a des emplois verbaux, quand par exemple vous avez le verbe au passé composé, hein, donc chanter ici, elle a chanté, elle est partie, ou alors dans des structures du type le chat parti, les souris dansent, où partie est en emploi verbal, hein, mais vous avez aussi des emplois adjectivaux des participes passés. Donc ici, donc rédigé qui va être épithète de l'être, fatigué qui va être attribut de elle. Bon, donc ici c'est l'emploi du mot, la fonction qui implique la nature. Le participe passé est employé comme adjectif. Hein. Ça a beau être un verbe à l'origine, il n'empêche qu'en discours, ça a un rôle ici d'adjectif. D'accord ? Donc, ça veut dire que parfois, il faut faire la différence entre le plan de la langue et le plan du discours. Bon, une forme du verbe rédiger, rédiger, c'est un verbe. D'accord ? Le verbe rédiger. Mais ça, c'est en langue, le verbe rédiger, c'est un verbe. Il appartient à la catégorie des verbes. Mais en discours, lorsque le mot est employé dans la phrase, il peut être employé comme autre chose qu'un verbe. Hein. Bon, ça, c'est juste une petite complication que je signale pour justement l'avoir en tête pour l'éviter dans les cas où on veut proposer des exemples clairs. Alors, j'en arrive maintenant à la terminologie. Je vous ai normalement, j'ai mis un lien sur le site du cours, hein, vous pouvez la télécharger. Ça fait partie des ressources d'EduSchool. Alors, cette terminologie, elle est apparue à un moment donné où il n'y avait même pas une terminologie unifiée. Où, quand on a fait ça, il y avait encore en France, c'est en 2020, hein, c'est pas au siècle précédent,
il y avait une terminologie pour le primaire et une autre pour le collège et le lycée. Il n'y avait même pas une terminologie unifiée. Bon, donc on a un peu unifié cette terminologie. Et bon, elle a un certain nombre de... Donc elle est cohérente du primaire au lycée. Et là aussi la particularité, quand vous la regarderez, les terminologies antérieures, qui étaient les terminologies officielles de l'éducation nationale, c'était des listes, juste avec un exemple à chaque fois. Il y avait attribut, bon, hop, puis vous aviez à côté un exemple de phrase avec un attribut, c'était souligné. Alors que là, tout est rédigé, c'est un petit peu comme un petit manuel de grammaire. Bon, il y a une hiérarchisation des termes, on a beaucoup travaillé sur la présentation hiérarchique, la présentation sous forme de formules des structures fondamentales, mais comme je vous le disais, il y en a peut-être 5 ou plus. On a réintroduit l'identification des compléments du verbe parce que ça avait disparu à un moment donné. On parle de groupes nominaux prépositionnels au lieu de groupes prépositionnels, mais ça je vous en reparlerai. L'exclamation comme forme de phrase et pas comme type de phrase, ça aussi on en reparlera. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, on a supprimé le complément d'objet second, qui est juste un complément d'objet indirect. Bon. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, lors du dernier cours, hein, l'un des problèmes avec l'enseignement de la grammaire, c'est que d'un prof à l'autre, on n'utilise pas la même terminologie. Et ça, c'est vrai que ça rend les choses très compliquées pour les élèves ou les apprenants. Bon, donc il faut essayer d'employer régulièrement une terminologie de référence, que ce soit celle-ci ou une autre, mais bon, celle-ci, évidemment, elle est récente. Alors, il y a 2 points importants à avoir en tête à propos de la terminologie. C'est qu'une terminologie, elle n'est jamais complètement motivée. Il y a des choix forcément arbitraires. Hein. Et surtout, il faut absolument éviter de faire une espèce de lecture littérale de la terminologie. C'est pas parce que une subordonnée, on l'appelle complétif, qu'elle est forcément complément. C'est pas un pronom, c'est pas quelque chose qui remplace un nom. Ça remplace toujours quasiment un groupe nominal. Donc il faudrait que ça s'appelle pro-groupe nominal. D'ailleurs, il y a des linguistes qui ont proposé proforme, une proforme. Bon, mais proforme, évidemment, c'est trop technique pour l'enseignement grammatical. On a gardé pronom. Quand on parle du présent ou de l'imparfait du subjonctif, évidemment, ce sont des caractérisations grammaticales traditionnelles. On ne va pas changer le nom des temps. Pourtant, ça n'a aucun sens, en fait. Le présent du subjonctif, ce n'est pas un présent. Ça n'a rien à voir avec le temps présent. Parce que quand vous dites « je souhaite que tu viennes », on dit c'est du présent du subjonctif, mais ce n'est pas du présent que tu viennes. C'est un souhait, ça va peut-être se réaliser, ça n'a rien à voir. À la limite, si ça avait à voir avec quelque chose, c'est plus avec le futur qu'avec le présent. On parle quand même de présent du subjonctif, ça n'a aucun sens. C'est une étiquette grammaticale vide de sens. Donc il faut faire attention et accepter l'idée que la terminologie est en partie arbitraire. Alors si on voulait la motiver, la terminologie, si on voulait avoir une terminologie scientifique un peu plus carrée, la difficulté, c'est qu'il faudrait tout changer. Et là, évidemment, on déstabiliserait complètement les professeurs et tout ça, ce serait assez désastreux. Je ne sais pas si ça remonte maintenant il y a quelques années, mais justement, il y a quelques années, on a voulu introduire justement la notion de prédicat. Très curieusement, ça a fait un tollé c'est devenu une affaire politique finalement. C'est un peu le même genre de question que ce que je vous disais sur le temps et le mode conditionnel la dernière fois. C'est que tout d'un coup, prédicat était une espèce de nouveauté scandaleuse, etc. Bon, moi, les critiques que j'ai données sur l'utilisation de la notion de prédicat, ça n'a absolument rien à voir avec les critiques qui avaient été formulées à l'époque. Les critiques formulées à l'époque, c'était de dire que c'était un mot trop compliqué, technique, alors que ça date déjà au XVIIe siècle, on l'utilisait couramment, cette notion, en logique en tout cas, et puis dans certaines descriptions grammaticales, et que c'était un marqueur de modernité, encore une fois. Donc les gens voulaient qu'il soit sujet, verbe, complément, donc pas de prédicat. Donc voilà.
ça, c'est la partie arbitraire. Et c'est très difficile. Et donc, on peut difficilement la changer parce que, encore une fois, il y a des habitudes, il y a des usages. On ne peut pas bouleverser les usages comme ça brutalement. Alors, en outre, dans la terminologie, il y a des variations qui sont importantes et d'autres qui sont un peu secondaires. Par exemple, qu'on parle de désinence ou de terminaison, bon, franchement, il n'y a pas d'enjeu. On parle plutôt de désinence dans la terminologie, mais pour des petits, si terminaison c'est plus parlant, c'est pas gênant, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de distinction conceptuelle importante. Alors, en revanche, parler d'adjectif possessif ou de déterminant possessif, ça je crois que je vous l'avais déjà donné comme exemple la dernière fois. Adjectif possessif, déterminant possessif, c'est très différent parce que ça engage une théorie de l'adjectif. Enfin, je veux dire que la catégorie de l'adjectif, du coup, elle est changée si vous parlez d'adjectif possessif pour son chapeau, son chien. Or, là, il y a quand même un progrès dans le fait de parler de déterminant. Parce que ça va de soi que les mots comme mon, ton, son, etc. ont beaucoup plus à voir avec le, un, les, etc. qu'avec des adjectifs comme rouge, blanche, rapide, etc. Hein. Bon, il y a les adjectifs, ils ont toujours, en français en tout cas, beaucoup ont la propriété de pouvoir être placés avant ou après le nom. Jamais un déterminant possessif ou démonstratif ne peut être placé après le nom. Bon, donc il y a toutes sortes de raisons, de bonnes raisons de classer des mots comme mon, ton, son, etc. et puis les déterminants démonstratifs comme ce, cette, dans la catégorie des déterminants et pas des adjectifs. Hein. Donc ça, c'est une différence importante. Bon, autre exemple, accusatif, COD, ça je vous l'ai dit, c'était à l'époque où on faisait de la grammaire du français à partir du latin. Bon, à un moment donné, on a inventé la notion de complément, etc. La fonction des groupes, pas la fonction des mots, ça c'est important, c'est pas juste un détail. Hein. Donc dans la terminologie, il faut faire le tri entre des variations qui sont sans importance, à la limite, voilà, qu'on parle de complément de phrase ou de complément circonstanciel, moi ça m'est complètement égal, mais il faut s'entendre à un moment donné pour dire on parle tous de complément de phrase ou tous de complément circonstanciel, et que les élèves ne soient pas tout un jour on parle de complément de phrase, l'année d'après, parce que là ça déstabilise tout le monde. Hein. Alors évidemment, c'est pas comment dire, ça suppose idéalement des choses pas très compliquées, par exemple dans une équipe enseignante, je sais pas, là, je vais, justement la raison pour laquelle je suis absent dans 15 jours, c'est que je suis en Chine à Suzhou, à côté de Shanghai, donc un des plus grands groupes d'enseignement du français, enfin un des lieux où le nombre d'élèves qui apprennent le français est le plus grand en Chine. Hein. C'est une université où il y a 40 profs de FLE, enfin bon, c'est vraiment une énorme structure. Et bon, je veux dire, là, vous avez 40 profs, peut-être possible, même s'ils sont quand même nombreux, là, de se mettre d'accord pour le choix de la terminologie. Hein. Alors, c'est tellement pas le cas que là-bas, il y a des profs chinois, des profs français. Les profs chinois ont une méthode chinoise et les profs français ont une autre méthode. Donc déjà, ils passent d'une méthode à l'autre, alors autant vous dire que c'est la catastrophe totale. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je suis en train de travailler, c'est pour ça que j'y vais, avec tout un groupe pour créer une nouvelle méthode d'enseignement du français pour la Chine, unifiée pour que cette méthode puisse être utilisée aussi bien par les profs français que par les profs chinois. Parce que la méthode chinoise, elle est écrite en chinois principalement, donc elle est totalement inutilisable pour les profs français. Et puis mais par contre, elle est bien parce qu'elle est adaptée aux apprenants chinois. Et les profs français, ils utilisent des méthodes françaises, mais qui sont des méthodes généralistes, qui sont valables pour n'importe qui. Donc ce qui manque, et ce qu'on est en train de faire, c'est une méthode qui tient compte de la L1 des gens, donc une méthode faite pour les apprenants chinois, donc qui va accentuer sur les problèmes spécifiques qu'on a quand on est sinophone natif pour apprendre le français, par exemple maîtriser les déterminants parce qu'il n'y a pas d'article en chinois, etc., des choses comme ça, mais donc qui soit accessible pour tout le monde, qui utilise aussi l'anglais comme langue de passage, etc. Bon, bref. Donc, mais même dans une école primaire,
en France où il n'y a pas 40 profs dans une école primaire, mais vous verrez très rarement les équipes pédagogiques se mettre d'accord sur la terminologie grammaticale, alors qu'il ne faut pas exagérer, c'est quand même pas compliqué. Alors, on peut terminer sur quelques recommandations générales, qui sont aussi valables pour le FLM que pour le FLE. Bon, donc, il y a un premier point, c'est de reconnaître que maîtriser la terminologie grammaticale, c'est maîtriser le métalangage grammatical, c'est un des objectifs de l'enseignement de la grammaire. C'est-à-dire, on enseigne la grammaire pas juste pour comprendre les textes, etc. On enseigne la grammaire pour construire des capacités d'identification grammaticale et pour que les gens soient capables de nommer les éléments grammaticaux correctement. Donc de maîtriser le métalangage grammatical. Je vous l'avais dit au premier cours, on a toutes sortes de raisons de penser que le développement de cette attitude métalinguistique a des conséquences favorables à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que dans l'immédiat, ce n'est pas évident du tout, mais beaucoup de témoignages le montrent, en tout cas, quand les gens ont fait de la grammaire, ils ont des capacités de progression après les périodes d'enseignement qui sont beaucoup plus grandes, parce qu'ils peuvent généraliser, parce qu'ils peuvent poursuivre en autonomie leur apprentissage, chose qu'on ne peut pas faire quand on ne dispose pas de généralisation sur la langue. Ensuite, on utilise plutôt des exemples types que des définitions quand on fait la grammaire. Donc on utilise des exemples canoniques, donc des structures prototypiques. J'ai précisé là même des structures prototypiques de l'écrit, parce que c'est vraiment la langue écrite. C'est pas les structures de la langue orale, c'est tout à fait passionnant de faire la linguistique de l'oral, mais c'est très compliqué et la grammaire scolaire n'est pas du tout adaptée pour faire cela. On prend en compte les groupes et pas seulement les mots isolés. Et enfin, on a conscience du fait qu'il y a vraiment une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire. L'appareil, je veux dire les outils de la grammaire scolaire ont des limites. Et il faut bien sûr que les professeurs aient conscience de ces limites et qu'on ne tente pas de l'appliquer à des choses auxquelles ce ne serait pas du tout applicable. Bon. On verra des exemples par la suite. Alors, donc, je ne l'ai pas redit ici, mais je l'avais dit précédemment, tout ça suppose que même en FLE, on construise un enseignement grammatical à côté du reste. C'est-à-dire qu'on a des moments où on fait des leçons de grammaire, si on veut, mais qui peuvent prendre un temps un peu limité, mais on construit vraiment un savoir grammatical. C'est-à-dire les leçons, elles sont hiérarchisées, elles construisent un savoir qui se fait petit à petit dans sa logique propre. Pour avoir cette autonomie de la connaissance grammaticale, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'interdit de mobiliser les connaissances grammaticales dans d'autres contextes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le fait qu'il y ait une autonomie de l'enseignement grammatical, c'est important pour la construction d'un savoir grammatical. Mais une fois que ce savoir commence à être installé, on peut le mobiliser dans toutes sortes de situations, y compris des productions personnelles, toutes sortes, ou des lectures. On peut faire remarquer, une fois qu'on a travaillé là-dessus, voilà, dans ce texte, vous voyez que ça, c'est un adjectif, épithète de tel nom. Bien sûr que c'est important de remobiliser la terminologie constamment, régulièrement, mais une fois qu'elle a déjà été construite comme une connaissance dans un enseignement spécifique. Jamais on construira quoi que ce soit si on se contente de faire des petites remarques grammaticales comme ça au fil des textes, sans construire un savoir où on montre les structures de la phrase, comment elle s'imbrique, etc. D'accord ? Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, donc, on se retrouve, alors attention, lundi, lundi prochain, comme on l'a dit tout à l'heure, à 17 h, en salle F051.